Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo qu'un abonné m'a demandé et que je suis très contente de lui faire évidemment parce que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Je vous annonce donc que nous allons parler aujourd'hui de H.H. Holmes et qui est l'un des premiers tueurs en série. Alors qui était H.H. Holmes? Alors H.H. Holmes ou encore Herman Webster Mudgett de son nom de naissance était connu pour être un escroc professionnel et un tueur en série. Alors il est né le 16 mai 1861 et il était le fils de Levi Mudgett et Theodate Price. Alors il était le troisième des 5 enfants de ses parents et ses parents étaient des personnes assez modestes, ils n'avaient pas d'énormes revenus. Alors Holmes racontera que dès son enfance il était fasciné par le fait de torturer des animaux et que son père abusait physiquement de toute la famille, mais personne ne confirmera jamais sa version et personnellement je n'y crois pas. Je ne crois pas à sa version, pas que son père ne lui ait pas donné des fessées une fois en passant, mais surtout que cette personne était un escroc professionnel, et escroc professionnel égale à mentir, égale à savoir raconter les choses que les gens veulent entendre en quelque sorte. Enfin, voilà, les choses que les gens veulent entendre pour s'en sortir de son côté. Donc, je n'y crois pas, malgré le fait que, voilà, les pères étaient connus pour, à cette époque-là, abuser en quelque sorte de leur famille. Si vous vous rappelez bien, Aquatofana n'est pas né pour rien. Mais même si, supposons qu'il ait subi ces mauvais traitements quand il était plus jeune, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à cette époque-là qui ont subi ces mauvais traitements et qui ne sont pas devenus des tueurs en série pour autant. D'autre part, on racontera que dès son enfance, il était fasciné par les squelettes et aussi par la mort, et que c'est l'une des raisons qui l'ont poussé à devenir médecin. Donc à 16 ans, il entame d'abord sa vie en devenant prof, en obtenant évidemment le diplôme pour. Puis il sera prof jusqu'en 1882, année où il s'inscrit à l'université pour faire des études de médecine. Alors pendant ses études, Holmes avec l'un de ses professeurs de l'université de médecine s'amusait à déterrer les cadavres qu'il défigurait tout simplement pour escroquer les assurances, et le pire c'est que ça marchait. Pourquoi ça me fait rire? En fait, ça me fait rire simplement parce que pour l'époque, fallait y penser et que les assurances étaient assez cons en fait pour que ça marche en fait. Enfin, c'est... Bref. Alors après l'obtention de son diplôme, Holmes sera très vite suspecté dans la disparition d'un petit garçon que les gens avaient vu en sa compagnie. Et Holmes va nier les faits en racontant que ce petit garçon avait quitté New York pour le Massachusetts. Et personne ne va chercher à confirmer ce que Holmes disait. Personne ne va faire une enquête. Tout le monde va se dire ouais. S'il a dit ça, c'est que c'est vrai. Ouais, donc voilà. Ce qui va permettre à Holmes évidemment d'avoir le temps de quitter New York pour la Pennsylvanie. Alors une fois en Pennsylvanie, Holmes va d'abord prendre poste dans un hôpital avant de se dire c'est pas pour moi. Puis il va s'orienter vers la pharmacie et qu'il va adorer. Le problème c'est que pendant l'un de ses services, il va donner des médicaments à des patients et leur fils va mourir après avoir pris ce médicament. Donc les gens vont l'accuser d'avoir remis le mauvais médicament aux parents. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nier avant de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Fuir. Donc notre cher Holmes fuit tout simplement pour Chicago, mais au préalable il va changer son nom, il va donc passer de Herman Webster Mudgett à Henry Howard Holmes. Alors je sais pas si vous le saviez, mais il y a une théorie qui dit que les gens qui changent de nom, tu verras en fait dans le nouveau nom forcément un initial ou un nouveau nom
qui se rapprochent en fait de leur ancienne identité, d'où le H.H. Holmes, parce qu'il s'appelait Herman. Enfin, cette théorie en fait a été confirmée par beaucoup de gens, de personnes qui ont changé de nom, et je trouvais ça un peu intéressant de vous en parler du coup, parce que enfin, bon, je ne condamne pas la violence, mais si un jour tout simplement vous vous sentez en danger et que vous voulez changer par exemple de nom, ce serait bien en fait de ne pas choisir un nom qui se rapproche en fait de vos anciennes initiales, parce que bah c'est plus facile pour les gens de vous retrouver. Enfin, je sais pas. Enfin, alors si vous vous demandiez pourquoi Holmes a tout simplement changé d'identité, c'était pour ne pas se faire attraper par ses anciennes actions. Et une fois à Chicago, il va trouver un nouveau boulot, encore une fois dans une pharmacie, et le propriétaire va très vite mourir. Puis une fois le propriétaire décédé, il va convaincre la veuve du propriétaire de lui vendre la pharmacie, pardon, du coup. La dame va accepter et juste après cette transaction, elle va disparaître. Ouais, pourquoi? Je me dis que la mort du propriétaire n'est peut-être pas un hasard. Alors après avoir acheté la pharmacie, Holmes va acheter un terrain vide pas loin de la pharmacie qu'il se met à construire. Les voisins et autres ont surnommé du coup cette propriété qu'il construisait le château. Donc pendant la construction du château, on raconte que Holmes aurait viré beaucoup de constructeurs parce qu'il ne voulait pas tout simplement que les gens aient une idée précise de ce qu'il était en train de construire, parce que en fait Holmes c'était un tordu en réalité. Par exemple, il avait fait construire des chutes à chaque étage, lui permettant en fait de jeter des cadavres de n'importe quel étage qui allaient atterrir dans son sous-sol où il y avait son laboratoire. Bah oui, ouais, sinon c'est pas drôle. Et par exemple, il aurait construit des passages secrets, des trucs vraiment bizarres, des sortes de labyrinthes où si tu avais la malchance de t'y retrouver, bah, tu ne pourrais jamais en sortir et en quelque sorte, t'avais franchi la ligne de son terrain de chasse. Alors suite à la fin de la construction de la propriété en 1891, Holmes va mettre des annonces dans le journal, les journaux un peu locaux, etc., disant qu'il cherchait à embaucher des jeunes femmes, mais aussi, surtout, qu'il cherchait une femme. Donc tous les employés, femmes, maîtresses de Holmes étaient obligés d'avoir une police d'assurance dont il était le seul bénéficiaire. Et le problème, c'est que ces maîtresses, ces employés, pas ces femmes, hein, ces maîtresses, employés et autres, bah ces gens-là disparaissaient à tour de rôle, un à un. Et le problème, c'est que ça n'a inquiété personne, tout le monde s'en fichait. Enfin, je sais pas comment ils vivaient à l'époque, mais... Ok, alors en 1893, la ville de Chicago a été désignée pour organiser le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et cet événement a été censé attirer par exemple des millions de personnes, mais aussi durer de mai à octobre. Donc vous imaginez que les réservations dans les hôtels devaient coûter extrêmement cher et que les hôtels seraient blindés tout simplement. Le truc, c'est que l'hôtel de Holmes avait bizarrement toujours de la place, malgré le fait que t'avais plein de personnes qui réservaient, qui entraient dans les chambres. Enfin, il avait toujours de la place. Parce qu'en réalité, il assassinait, c'était sa période favorite, je pense, de sa vie, où il avait énormément de personnes qu'il a assassinées. Et donc, il les mettait dans les chutes qui conduisaient, du coup, directement dans son laboratoire au sous-sol. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il démembrait ces personnes-là avant de les réduire en cendres dans son incinérateur. Vous imaginez, ce taré avait un incinérateur dans son sous-sol. Donc après ça, il y aura tout simplement une inflation. Donc la pharmacie ne marchait plus bien, l'hôtel ne marchait plus bien. S'il y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de gens vont réserver à l'hôtel tout simplement. Donc Holmes avait tout simplement moins de revenus et donc pour se faire de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous laisse deviner.
1, 2, 3, 4, 5, il va revenir à son boulot d'origine, l'escroquerie, of course. Donc, il va se trouver un complice, Benjamin Pitzel, et donc ils vont commencer l'escroquerie avant de trouver plus lucratif dans le vol et la revente de chevaux. Alors à cause de cette nouvelle escroquerie, vol et revente de chevaux, Holmes sera arrêté et jeté en prison. Et une fois en prison, il va planifier avec son co-détenu Marion de simuler sa mort dans le but tout simplement de recevoir l'argent de l'assurance. Et la somme totale était de 10 000 $ et il avait prévu de donner 500 $ à Marion. Donc lui, s'il simulait sa mort, il mettrait comme bénéficiaire Marion. Marion récupérait les 10 000 $, lui remettait et ensuite, lui, il donnait 500 $ à Marion. Donc, beau projet. Le problème, c'est que à sa sortie de prison, ils vont mettre le plan à exécution. Mais l'assurance va faire des recherches sur lui et découvrir que c'était une tentative d'escroquerie. Donc, ils ne vont rien payer. Alors, désespéré, Holmes va se tourner vers son ancien complice Benjamin Pitzel et il va lui proposer le même plan, mais cette fois-ci, c'est Pitzel qui allait simuler sa mort. Donc, Holmes allait récupérer l'argent de l'assurance qu'il partagerait ensuite. Le truc, c'est que Pitzel ne s'attendait pas au fait que Holmes mette fin à sa vie en réalité. Donc, Holmes va tuer Pitzel et va récupérer l'argent de l'assurance qu'il va garder tout seul pour lui. Alors Marion, qui savait tout du plan de Holmes, était furieux parce que celui-ci ne lui a rien donné de l'argent qu'il a collecté. Donc Marion ira tout simplement dénoncer Holmes à la police. Et à ce moment-là, Holmes essayait de quitter le pays, mais il va très vite se faire arrêter. Et c'est là que la police va découvrir le hobby de Holmes, qui est de tuer les gens sous torture intense et ensuite de les démembrer et de les incinérer. Ils vont néanmoins découvrir des cadavres démembrés, hein, évidemment. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que son incinérateur ne marchait pas ou je sais pas, peut-être que c'est des meurtres qu'il a commis avant la construction du château, mais en tout cas, ils vont découvrir des cadavres, mais l'état de décomposition dans des cadavres était trop avancé pour la technologie de l'époque, tout simplement. Donc après son arrestation, Holmes va avouer 28 meurtres, mais avec toutes les preuves qu'il y avait contre lui, il était en réalité soupçonné d'avoir commis environ 200 meurtres. Vous imaginez 200 meurtres, 200 personnes qui auraient disparu et dont on n'aurait plus de nouvelles. Enfin, c'est... Waouh! Mais bon, voilà, il sera condamné pour le meurtre d'une seule personne, qu'on savait du coup qu'il avait vraiment tué, qu'on avait des preuves assez concrètes du coup, et c'était le meurtre de son ancien complice, Benjamin Pitzel. Il sera condamné à mort après son procès en octobre 1895. Suite à ça, Holmes sera exécuté en mai 1896, et je tenais à préciser que Holmes, dans sa vie personnelle, a été marié légalement 4 fois et de ses unions, il a eu 2 enfants. Donc voilà les amis, l'histoire de H.H. Holmes, l'un des premiers tueurs en série de l'histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.